La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur e-radio. Dimanche 21 juillet 2019, bienvenue à tous. Avec nous, Amadou Elimane Kane, poète, écrivain, lauréat du prix international de la Renaissance africaine 2006, auteur entre autres de l'ouvrage L'Ami dont l'aventure n'est pas ambiguë, fondateur de l'Institut culturel panafricain et de recherche de Yenne, et Aliou Ndiaye, enseignant et chercheur en politique africaine et relations internationales à l'Université Sherbrooke au Canada. Il est l'auteur de l'Afrique dans la politique indienne 2013 et la gouvernance du Balai, le Nigeria sous Buhari entre diversification économique et fédéralisme social, publié l'année dernière. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Alors, le Sénégal est revenu du Caire. Les Lions du foot ont été accueillis par une foule en liesse. Ils ont perdu la finale face à l'Algérie pour le titre de champion d'Afrique des Nations. Mais les Sénégalais ont tenu à leur rendre hommage. Alors, Aliou Ndiaye, quelle explication peut-on donner à cet engouement populaire ? Bonjour Alsan, je vous remercie pour cette invitation et je salue tous vos auditeurs et je salue aussi M. Amadou Elimane Kane que j'ai particulièrement le plaisir de rencontrer aujourd'hui. Pour répondre à votre question Alsan, je pense qu'il y a un besoin de positif dans ce pays-là. Et moi, la lecture que j'ai eue hier en voyant cette liesse populaire, ces gens célébraient les Lions à leur retour au niveau de Dakar, malgré le fait qu'effectivement, ils ont perdu la finale. Pour moi, c'est une volonté de célébrer quelque chose qui va remobiliser les énergies populaires, quelque chose qui va nous donner encore un peu plus de positivité dans notre quotidien. Et cela me semble être un message très important que les politiques doivent décrypter pour pouvoir effectivement changer leurs attitudes, surtout dans les années et les mois qui viennent. Amadou Elimane Kane, quelle lecture avez-vous de cette liesse populaire ? Écoutez, Alassane, je voudrais d'abord vous dire un grand merci pour ce moment. Merci. Et aussi, c'est un immense plaisir de me retrouver là devant vous et d'avoir aussi à mes côtés Aliou Ndiaye, qui est un de nos jeunes qui est dans l'excellence, dans la dynamique de la Renaissance africaine, comme vous autres également, Alassane. En tout cas, c'est un immense plaisir. Mais avant que je ne commence, je voudrais tout simplement former un petit prologue de notre entretien qui va porter sur le récit, c'est-à-dire le récit en tant que mode de pensée et en tant que aussi expression de la manière dont une culture considère le monde. Et le récit, pour nous, c'est essentiellement aussi comment les uns les autres construisent leur conception de ce que nous sommes dans le monde, dans l'univers. C'est également aussi pour nous, le récit, c'est cette manière en fait de donner aux uns et aux autres des modèles d'identité et des modèles d'action. Et là, sur la question de nos lions, moi j'ai dit bravo à Aliou Cissé et bien sûr aux joueurs. Mais cependant, ce que je pose transcende ces hommes et ces femmes, convoque tout simplement aujourd'hui ce que j'appelle nos valeurs, ce que j'appelle aussi qu'est-ce que c'est une narration commune. Qu'est-ce qui fait que lorsque je fais des bêtises, je suis sanctionné? Qu'est-ce qui fait que lorsque je gagne, je suis célébré? Et ce que je constate de manière générale dans notre société actuellement, qui effectivement transcende nos personnes, qui est un problème systémique, et où en fait tout est renversé. Lorsque les uns et les autres sont perdants, ils sont célébrés, et lorsque les uns et les autres sont gagnants, ils sont indexés. Et c'est là où en fait je me pose un certain nombre de questions sur qui fait quoi. Et qu'il est grand temps à ce que, en fait, qu'on se ressaisisse pour construire un récit commun
qu'on puisse avoir une logique commune, qu'on puisse effectivement savoir ce qui est la récompense et ce qui est la sanction. Et je pense qu'à ce niveau, il y a effectivement une confusion complète qui est à l'image même du pays. Il ne s'agit pas de tenir de grands propos, il s'agit tout simplement de se retrouver dans un rond-point pour voir en fait des hommes qui sont là, qui effectivement allègrement organisent des bêtises, mais au lieu de les sanctionner, on voit qu'ils sont effectivement célébrés. Et c'est là où, en tout cas, je me pose un certain nombre de questions et que je veux faire partager avec les uns et les autres. Alioune Ndiaye, quelque chose de positif, parce que cette jeunesse-là, elle a envie de victoire, elle a envie de penser mieux, de s'en sortir, de rêver, comme les Lions les ont fait rêver, parce qu'ils voient souvent Sadio Mané tous les dimanches jouer en Angleterre, faire de grandes performances, ils voient Kalidou Koulibaly faire de grandes performances, et les autres joueurs qui sont dans l'équipe nationale. Ça les fait rêver, ils veulent aujourd'hui réussir comme ceux-là. Mais dans cette confusion, comme l'a dit Amadou Elimane Kane, si on regarde hier l'aéroport, l'accueil de Lyon, on voit les gens escalader les murs, il n'y a pas d'ordre, une confusion totale, même dans l'accueil de Lyon, le bus qui a été mis à leur disposition, qui ne permet pas aux joueurs de communier avec le public de façon allègre. Et ça montre quelque chose, ça traduit une confusion dans la gestion des choses dans ce pays. Oui, en réalité, oui, je pense que c'est un constat factuel qu'on peut faire, qu'effectivement, le pays évolue dans un certain désordre. Je pense que ça, on ne peut même pas le nier. Mais moi, en fait, quand je parlais tout à l'heure de positivité, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est lié au fond même de l'être sénégalais. Je le disais hier, d'ailleurs, il y a une étude du Pew Research Center, un institut très sérieux, qui montre que les Sénégalais sont parmi les gens les plus optimistes au monde. Donc le Sénégalais a un rapport très particulier au bonheur. Un rapport tel que, lorsque le malheur se présente, le Sénégalais a la capacité d'aller au-delà du malheur pour qu'il ne se pose pas dans sa relation avec le bonheur. Vous voyez, donc on a même peut-être quelquefois cette capacité à fermer les yeux devant notre propre mot, juste pour qu'il ne nous empêche pas d'accéder à ce bonheur tant recherché. Qu'est-ce qui explique cette quête du bonheur? Qu'est-ce qui l'explique de façon permanente, même quand on est dans la goudou? Absolument. Non, comme je dis, ce sera peut-être à nos philosophes, à nos chercheurs d'interroger le fond même de l'être sénégalais. Mais moi, là où je veux en arriver, c'est que quand on gère un pays, on ne se base pas juste sur des éléments matériels. Il y a aussi des éléments immatériels, et ça rejoint un peu le développement tout à l'heure de Amadou Elimane lorsqu'il parle de ce récit commun, de ce narratif qu'il faut créer. Et ce narratif doit convoquer des éléments symboliques qui vont aller puiser chez le tréfonds même de l'être sénégalais les forces motrices qui nous permettent de construire ce pays. Et je le dis encore, et vous savez, il y a quelques années, j'étais très critique. Et maintenant, je m'oriente vers une sorte de positivité, d'ailleurs, que vous allez retrouver aussi dans mon livre sur le Nigeria, comment dirais-je, avec la gouvernance de Buhari. Je pense qu'il nous faut aller chercher ces ondes positives. Il nous faut aller chercher cette positivité, non pas dans le sens de fermer les yeux devant notre problème, mais de convoquer autour de nous les éléments positifs, les forces motrices qui vont nous permettre de sortir de notre quotidien très difficile. Et ce qui s'est passé hier, pour moi, c'est cela. C'est un échappatoire que les gens ont trouvé devant un quotidien difficile, en essayant de célébrer une équipe qui, quand même, nous a fait rêver et qui nous a valu quelques satisfactions de nous avoir amenés jusqu'en finale, alors que ces dernières années, on s'arrêtait souvent au quart de finale, ou bien même quelquefois, on ne sortait pas des matchs de poule. Mais donc, pour dire que le football devient là l'occasion de nous interroger sur le tréfonds de l'être sénégalais, mais aussi, comme vous l'avez fait aussi, de nous interroger sur ce désordre. Comment nous devons parvenir à aller au-delà de ce désordre qui fait que, quelquefois, le pays offre une image qui n'est pas belle à voir. Oui, Amadou Elimane Kane, le football, ce n'est pas seulement que du sport aujourd'hui à travers le monde. C'est pratiquement une guerre entre nations pour la conquête peut-être d'un titre. C'est une bataille économique. C'est aussi les traits de caractère d'un pays qui transparaît sur le terrain par rapport au jeu. On a vu les Algériens pendant toute cette CAN, cette détermination, cette volonté d'aller chercher ce titre, avec ce qui se passe chez eux. Pour casser tout le système qui a été mis en place par Bouteflika. Est-ce que vous devez retrouver ces traits de caractère, ces valeurs dont vous parlez, sur la façon de conduire notre football?
Écoutez, Alassane, ce que je retiens en fait, et de manière générale, nous avons toujours besoin de cette dimension connaissance de soi, estime et confiance en soi. Toutes les grandes civilisations, tous les grands moments au niveau de l'humanité ont été portés, menés par cette dimension confiance en soi. Et effectivement, ce que j'ai capté au niveau des joueurs algériens, j'ai toujours en tête cet homme qui a raté un penalty et qui n'a pas cessé tout le long de pleurer et d'être là. Et c'est là où je convoque ce que j'avais laissé entendre sur la question de la sanction et de la récompense. Créer en tout cas une réelle narration commune qui puisse permettre aux uns et aux autres de se situer dans cet espace-là. Et encore, je dis, je ne suis nullement dans l'autoflagellation. Je ne suis nullement dans la négation de soi, parce que les valeurs que j'habite, qui sont en fait les valeurs de la Renaissance africaine. Et pour nous, la Renaissance africaine, c'est cette démarche qui effectivement propose un ensemble de valeurs en rupture avec les représentations afro-pessimistes. Je ne suis nullement dans l'afro-pessimisme, mais je suis dans ce qu'on appelle tout simplement essayer de voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et dans ma posture d'homme de culture, de penseur, d'intellectuel, j'essaie effectivement de nommer ce qui est faux. Et ce qui est faux, c'est de vouloir célébrer, d'accord, ce qui n'est pas vrai. C'est de vouloir célébrer l'injustice. C'est de vouloir célébrer l'indignité. Et qu'on retrouve, mais à tous les niveaux de la société sénégalaise et par-delà au niveau du continent. Ce que j'appelle de manière générale que nous sommes confrontés à un salmigondi de valeurs. Il y a de réelles confusions. Et je pense qu'aussi longtemps que nous n'aurons pas l'audace, le discernement de situer qui fait quoi, c'est-à-dire de nous saisir d'un récit commun pour pouvoir bâtir des sociétés, ou que sais-je, une société continentale de justice et de prospérité, d'intégrité. Je pense que aussi longtemps que nous n'aurons pas en fait cette force-là, nous serons toujours dans ces situations de confusion. Et encore une fois de plus, je me refuse toute forme d'autoflagellation. Je suis tout simplement, j'assume mon rôle d'homme de culture, où je me pose un certain nombre de questions sur tout ce qui se passe tout autour de moi. Aliou Ndiaye, est-ce que vous n'avez pas l'impression, dans cette société sénégalaise aujourd'hui, comme il dit, le récit commun dont on parle, on le dit, mais qu'il n'est pas réel, que chacun a son propre récit et sa propre façon de voir le pays et sa propre façon de gérer ses propres intérêts. Parce qu'on a l'impression que le Sénégalais, c'est un magma d'individus où chacun gère ses propres intérêts. Même dans ces moments où on a eu une laisse populaire, peut-être chacun est venu avec ses intérêts personnels. Ah oui, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a un véritable manque d'un projet commun, d'un projet collectif. Et ce projet passe justement, comme le dit si bien Amadou Elimane, par la construction de ce récit ou ce narratif commun. Et souvent, je le dis, en réalité, notre retard sur le plan matériel nous pousse souvent à regarder tous nos problèmes sous un angle purement matériel. Donc, on ne s'intéresse pas à l'immatériel, à tous ces éléments exactement symboliques, identitaires, que l'on doit puiser du fond de notre être pour, comme je le dis encore, en faire les forces motrices de ce projet commun. Et ce projet commun, on n'a pas pu le faire. Pourquoi ? Parce que d'abord, d'une part, notre État n'a pas fait cette introspection au moment des indépendances pour assumer totalement cette rupture
par rapport effectivement à l'État colonial. Parce que certains essaient même de comparer le Sénégal et l'Algérie. Les Algériens sont battus les armes à la main, et nous on a négocié notre indépendance. Oui, non, ça c'est des éléments objectifs qui déterminent beaucoup le sentiment national, qui déterminent beaucoup la fierté, qui déterminent beaucoup l'estime de soi et l'estime qu'une nation ou qu'un peuple a de lui-même. Mais ce que je voulais dire surtout par rapport à notre État, c'est de dire que l'absence de ce projet commun, c'est parce que le complexe État-société n'a pas été construit de manière convenable et que, en construisant notre État, nous nous sommes un peu détournés d'un certain nombre de dynamiques sociales qui pouvaient être quand même, qui pouvaient jouer un rôle assez positif. Je parle souvent de la relation entre l'État et les confréries, par exemple. Aujourd'hui, cette relation est construite sur un modèle purement martiste de Paul Marty. C'est-à-dire que la conception que les élites ont des pouvoirs confrériques, qui sont des forces sociales extrêmement importantes, c'est juste de les utiliser dans une logique de conquête électorale. Tout comme les colons les ont utilisés après avoir conquis le pays et après être entrés dans la phase de la pacification, un peu pour administrer les citoyens. Mais nous ne sommes jamais passés à ce que j'appelle cette ère post-martiste, où on construit notre État en sortant totalement de cette vision instrumentale que nous avons de ces forces sociales, mais plutôt en essayant d'en faire les éléments sur lesquels, effectivement, les forces sociales sur lesquelles on peut faire marcher ce projet commun. Et si vous prenez l'exemple, je le dis souvent, prenons l'exemple de la construction de la mosquée de Touba avec Seigne Modou Moustapha, mais il y a là des éléments qu'on peut absolument tirer pour en faire des principes de politique publique. Et même Massalikul Jinaan. Ah oui, Massalikul Jinaan, tout ça. Et je cite juste le cas Mouride parce que c'est le cas que je maîtrise le plus, mais on pourrait aussi le trouver au niveau juste de la communauté tidjane et même au niveau de la communauté chrétienne. On a tous vu, lorsque le cardinal Hyacinthe Thiandoum était là, tout le leadership qu'il a montré. Donc pour moi, il faudrait reconstruire ce complexe État-société en puisant des ressources symboliques qui est dans le très fond de notre société, dans le très fond de notre nation, pour pouvoir effectivement construire ce projet commun et ce narratif ou bien ce récit commun, comme le dit Amadou Elimane, qui me semble particulièrement important. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Amadou Elimane Kane, cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'est pas due au fait qu'on n'a pas fait la rupture avec l'héritage colonial, qu'on continue à fonctionner avec le modèle colonial dans nos pays et que beaucoup d'autres choses vont avec, le franc CFA, le fait que la France convoque la diaspora dite africaine pour encore dribbler encore les Africains à travers d'autres Africains? Oui, Alassane, jusqu'ici, effectivement, nous sommes pris dans les pièges de la bibliothèque coloniale. La bibliothèque coloniale, c'est effectivement aujourd'hui la monnaie CFA, c'est aujourd'hui cette langue aussi, le problème de la langue française. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait faire émerger nos langues nationales, parce qu'il n'y a aucun peuple au monde, en tout cas au niveau de l'histoire de l'humanité, qui s'est développé à partir, en fait, d'une langue étrangère qui est parlée par une infime minorité. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut revoir les choses. Au niveau également de la monnaie, tous les hommes, femmes, etc., tous ceux qui sont, en tout cas, tant soit peu dans l'équilibre, dans la dignité, savent que tu peux mener un échange digne de ce nom que lorsque tu possèdes ta propre monnaie. Quand tu ne possèdes pas ta propre monnaie, comment tu peux mener un échange digne de ce nom, un échange équilibré? Il ne faudrait pas nous fatiguer les neurones à ce niveau. Même le bébé le sait. Et très souvent, on nous parle de compétences. Bon Dieu de bon sang, ici au niveau du continent et au niveau du Sénégal, nous avons toutes les compétences, mais notre problème à nous, encore une fois de plus, je reviens sur la question du récit commun et comment aujourd'hui nous saisir de la construction de ce récit commun, comment aujourd'hui, à partir en fait de l'école, c'est-à-dire faire construire et transmettre du sens sur nous ce que nous sommes et sur nous ce que nous avons. Autrement dit encore, comment aujourd'hui, pour reprendre sous une autre forme ce que vient de dire Alioune, comment aujourd'hui
nous devons porter notre discours sur nous-mêmes et sur l'humanité. Absolument. Et je pense que c'est à ce niveau qu'il faudrait effectivement réfléchir, qu'il faudrait en tout cas convoquer toutes les synergies pour pouvoir en tout cas aller vers une véritable renaissance et sortir foudroyer cette bibliothèque coloniale qui continue également à nous massacrer à tous les niveaux, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réelle rupture épistémologique à ce niveau. Oui. Effectivement, il y a eu des hommes, un homme comme Cheikh Anta, même qui, dans une de ses boutades, en fait, lorsqu'il va jusqu'à dire que l'humanité ne doit pas se faire par l'effacement des uns au profit des autres, renoncer prématurément et de façon unilatérale à ce qu'on est, c'est se condamner au suicide. Et peut-être aujourd'hui, nous sommes effectivement confrontés à cette impasse-là. Cette impasse-là aussi, El Ndiaye touche le football, le sport de façon globale. On a regardé au Sénégal, on ensemble ne pas avoir de politique sportive cohérente. Il n'y a pas de popularisation du sport au Sénégal. Une élite peut-être en profite. Les textes même qui régissent la fédération semblent des textes coloniaux. Oui, bon, je ne suis pas peut-être le meilleur expert pour parler de football, puisque maintenant, depuis que je suis au Canada, global. Je suis plutôt, ok, bon, c'est une façon. Mais non, je pense, Alassane, effectivement, c'est-à-dire que il y a un ordre de priorité dans les choses. Et lorsque l'éducation ne marche pas, lorsque l'économie ne marche pas, le football ne saurait marcher. Parce que tout simplement, le football profite plus ou moins des excédents ou bien en tout cas de la bonne santé de ces secteurs prioritaires. Et effectivement, c'est sûr que quand je parcours le Sénégal et que je vois par exemple l'état des infrastructures sportives et tout ça, je me dis oui, effectivement, je pense qu'il y a un véritable problème. Même pas un bon stade pour recevoir une grande compétition, on est obligé d'aller à Thiès pour jouer là-bas, le stade de l'amitié n'est pas fonctionnel. C'est quand même grave ça. Exactement, par exemple, tout cela. Et j'étais récemment au Maroc et ce qui m'a vraiment particulièrement plu, c'est de voir l'état d'avancement infrastructurel de ce pays-là. Et d'ailleurs, je pense que dans les prochaines années, le Maroc est un pays qui va nous valoir, je le pense bien, beaucoup de succès au plan africain parce qu'il y a toute une... il y a tout un influx qu'on sent aujourd'hui dans les politiques publiques qui principalement tourne autour d'un aspect très très important et qui manque dans nos États. Et d'ailleurs, je le soulignais dans mon premier livre, dans l'Afrique dans la politique étrangère indienne, en montrant un peu comment le modèle du développement indien peut nous donner des leçons. C'est ce que j'appelle cette connexion nécessaire entre le savoir et la décision. Il faudrait qu'on parvienne à retravailler justement les relations, comment dirais-je, de fertilisation croisée entre les cercles du savoir et les cercles de la décision, faire de telle sorte que les politiques publiques que nous mettons en place soient, en tout cas, portent une forte densité qui est sur le plan de la connaissance et du savoir, et puis remettre le savoir au cœur de l'activité politique. Parce que je le dis souvent, la langue française ne nous rend pas service en désignant la politique par le même mot, politique, alors que chez les Anglais, vous avez politics et policy. Politique, c'est la politique politicienne, c'est la conquête du pouvoir. Policy, c'est la pratique du pouvoir. Et je pense que dans notre mentalité, nous ne parvenons pas encore à faire la différence entre ces deux-là, à savoir que la politique politicienne n'est qu'un moyen pour accéder à la finalité réelle de la politique qui est le policy, donc les politiques publiques. Donc ça, c'est la première connexion, connecter le savoir et la décision. Mais la deuxième connexion qui me paraît importante aussi et qui manque dans notre pays, on parle beaucoup actuellement du capital privé national, c'est cette connexion entre ce que j'appelle la capitale et le capital. Donc la capitale en tant que le centre du pouvoir politique, l'État, le capital, donc le secteur économique privé national. Et ça, pour moi, pourrait même aider quelque part certains dossiers, par exemple, comme les infrastructures sportives et autres. Si vous prenez un pays comme l'Inde, toutes les grandes mesures de politique publique ont permis de faire générer un privé national fort. Toutes les grandes mesures. Lorsque l'Inde a fait la révolution verte, sous Indira Gandhi, 2 fois d'ailleurs, c'est là qu'on a commencé à voir des compagnies comme Kirkoslar, qui nous a d'ailleurs vendu les tracteurs, les fameux tracteurs du plan Gowana et autres. Okay? Donc chaque exemple, chaque moment de lancement d'une grande politique publique est l'occasion de faire émerger un secteur privé national fort.
Et cela me semble être une connexion qui manque dans nos États et qu'on devrait revoir dans nos politiques publiques, et laquelle connexion pourrait peut-être nous aider à régler des problèmes, par exemple comme les infrastructures sportives, parce qu'il y a tellement de priorités finalement quelquefois que l'État ne peut pas être présent partout, mais en construisant des liens forts avec le secteur privé, un secteur privé qui aussi doit être armé et outillé de patriotisme. Cela est important parce que souvent on a la logique d'une sorte de bourgeoisie comprador dans ce pays-là, avec beaucoup de exactement, beaucoup de rente, beaucoup de facilité, une culture d'investissement qui manque. Tout le monde va dans l'immobilier, alors qu'aujourd'hui, si vous sortez en allant vers Thiès, vous allez des champs, un espace. L'Afrique compte 60% des terres arables dans le monde. Et l'autre jour, je donnais un exemple à quelques étudiants en leur disant, quand je suis au Canada, j'achète un câble de iPhone à $1,50 et j'achète une mangue à $2. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal est capable de produire un câble iPhone? Je ne le crois pas. Ça prend trop d'investissements, trop de recherche. Mais une mangue, à la limite, ça pousse dans la nature. Donc, vraiment retourner vers ces essentiels-là, vers cette base-là, pour pouvoir effectivement générer des politiques publiques qui vont nous permettre de construire au-delà même de l'émergence et du développement. Amadou Elimane Kane, il a parlé de connexion entre le savoir et la décision. Et ça nous permet d'aller dans le deuxième volet de notre débat par rapport au Parti socialiste avec la mort d'Ousmane Tanor Dieng. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les partis politiques sénégalais ont cette capacité de connecter le savoir et la décision? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'il y a une déconnexion entre les partis politiques et le vrai Sénégal? C'est-à-dire là où je veux tout simplement faire signifier mon propos, c'est sur la question de la politique publique. C'est-à-dire, pour moi, je pense que pour qu'il y ait politique publique, il faudrait que l'intérêt collectif soit là, soit posé. Et on ne peut pas parler de politique publique en faisant abstraction de l'intérêt collectif. Et aujourd'hui, d'ailleurs, comme j'ai dit dans un de mes livres, L'ami dont l'aventure n'est pas ambiguë, où j'ai repris Samba Diallo de Cheikh Hamidou Kane, qui était confronté à ce problème de choc culturel dans l'aventure ambiguë. Et moi, mon Samba Diallo n'est nullement confronté à un problème de choc culturel. Dans ma vision, dans mon propos, le choc culturel est une construction de l'école coloniale, est une construction de la bibliothèque coloniale. C'est-à-dire le savoir est universel. Et là où je veux venir, pour moi, mon Samba Diallo, c'est ces hommes, ces femmes qui détournent, qui sont complètement pris par ces trois choses, le népotisme, la corruption et l'impunité. Qui sont des prédateurs, en fait. Qui sont effectivement de véritables prédateurs. Excuse-moi, Alassane. Allez-y. Je vais faire un peu de l'écriture orale. Allez-y. C'est un plaisir. Je vais faire un peu de l'écriture orale et en me posant cette question, pourquoi le ciel est-il si rouge? Pourquoi le morcellement de nos terres? Pourquoi un homme a faim? Pourquoi la détresse? À présent, je vais à la source infinie et je reviens le regard chargé de souffle vital. Et je réclame seulement le silence. Ma colère silex transperce la nuit, mon espérance est ma source. Et je dis, ne gémis pas, ne crie pas, ne mendie pas, ne trahis pas et n'attends pas de remerciements. À chaque génération, son tam-tam de lumière, battez le fort pour danser joliment selon le rythme de son temps. Et comment voulez-vous que je me taise et comment voulez-vous que je me soumette? Magnifique. Alioune, Ousmane Tanor Dieng, qui est décédé, disait, en parlant de politique, si le Parti socialiste veut gagner partout au Sénégal, que chacun gagne chez lui, le parti gagne partout. Mais les Sénégalais demandent que chacun change, le Sénégal change partout. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour présenter mes condoléances à toute la nation sénégalaise. Que d'émotions sur ce plateau. Absolument. Je pense qu'après ces magnifiques, en tout cas cette magnifique envolée lyrique de notre ami Amadou Elimane Kane, nous ne pouvons que plonger dans l'émotion. C'est vraiment magnifique. Alors, oui, ce que je pense, Alassane, c'est que
Oui, effectivement, l'héritage des hommes politiques doit être re-questionné, hein, même si, effectivement, on sait qu'il n'y a pas d'homme politique qui a tout réussi, qui a tout échoué. Au-delà des éloges, oui, au-delà des questionner éloges, absolument, leur action politique. Ah oui, et c'est même pour leur bien, parce que c'est leur rendre service, justement, en questionnant leur héritage, okay, tout en sachant qu'on ne peut pas tout réussir. On réussit quelque part, on échoue quelque part. Okay? Pour moi, ce que je retiendrai certainement de Ousmane Tanor Dieng, c'est en tout cas, toute la modération qu'on voyait dans son parcours politique. Et ça, je pense, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin aujourd'hui. Nous sommes dans un environnement politique de haute conflictualité. Et que cette modération qui semblait marquer les hommes politiques à cette époque-là, on devrait le retrouver. Mais par contre, l'aspect où effectivement ça n'a pas beaucoup marché, c'est ce que je pourrais appeler une sorte de leadership transformationnel. Je pense que les années socialistes ne nous ont pas permis de révéler un véritable leadership transformationnel et que on était plus dans une logique, dans une vision administrative de l'État. C'est pas pour rien d'ailleurs que le Sénégal avait les meilleurs textes. Okay? On avait une vision administrative de l'État et on n'avait pas cette vision transformatrice. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle tout le temps d'homme d'État, alors que si vous allez dans le contexte anglophone, on parle moins d'homme d'État que de leadership. D'ailleurs, le concept de leadership commence de plus en plus à prendre du poids dans le discours populaire. Donc pour moi, il y a effectivement une véritable ingénierie administrative et institutionnelle qu'on a vue à cette époque-là, sous la période socialiste, mais sur le plan de la transformation de l'économie, sur le plan de l'investissement, on verra ça plutôt avec l'avènement d'Abdoulaye Wade. Je dis souvent que c'est Abdoulaye Wade qui a introduit le keynésianisme dans notre système politique, et avec, on a vu, des investissements massifs publics, des projets infrastructurels importants. Et cela, peut-être, si on l'avait fait dans les années avant, on n'en serait peut-être pas là. Okay? Donc c'est juste pour moi une façon de questionner l'héritage, tout comme aussi on peut questionner l'héritage d'Abdoulaye Wade, parce que j'ai l'impression que ce que les socialistes avaient, c'est ce qui a manqué à Wade et vice-versa. Vous voyez? Et maintenant, pour aller de l'avant, il nous faut re-questionner tout ça, faire la synthèse de tout ça, et puis surtout comprendre une chose, Alsan, c'est que le monde d'aujourd'hui est un monde de compétition féroce. Absolument. Mais c'est un monde d'opportunités énormes. D'intelligence économique. De la connaissance. Absolument. Et le Sénégal est doté de ça. Je vous le dis, vous allez au Maroc, les think tanks fleurissent de partout. Parce que tout simplement, souvent même, avec l'impulsion du secteur privé. Je reviens encore à mon développement de tout à l'heure. Donc, le Sénégal a des ressources intellectuelles énorme. Et je pense que M. Amadou Elimane Kane vient juste de nous en faire la preuve. Mais essayons encore une fois de construire quelque chose à partir de ces ressources-là. Essayons d'établir cette connexion entre ces ressources, du savoir et les cercles de la décision pour sortir ce pays de cette situation qui représente point ce qu'il mérite. Amadou Elimane Kane, pourquoi après tant d'années d'indépendance, gérée par des partis politiques, soit le Parti socialiste pendant ces 40 ans, Abdoulaye Wade c'est 12 ans, aujourd'hui Macky Sall qui est en train de faire ses 12 ans, pourquoi il y a cette incapacité à faire avancer le pays sur le plan de développement? Pourquoi les pays qui étaient sur la même longueur d'onde que le Sénégal avant, le Vietnam, on parle aujourd'hui de la Corée du Nord, de la Corée du Sud, entre autres, qui avaient le même PIB que le Sénégal, sont aujourd'hui dans une situation économique enviable, ou même nos Samsung que nous utilisons aujourd'hui sont faits par des jeunes Coréens. Pourquoi les politiciens ont échoué à faire développer ce pays? C'est-à-dire, là, Alassane, ça dépasse nos hommes politiques. C'est-à-dire, c'est un problème de vision, c'est un problème de projet. C'est-à-dire depuis. Mais qui doit doit faire la vision? Oui, depuis nos aînés, il y a eu des erreurs qui ont été portées parce qu'il y a eu effectivement des hommes aussi qui se battaient pour la construction d'un État fédéral. Moi, je pense que le Sénégal actuel aura du mal à faire face aux enjeux politiques économiques mondiaux liés tout simplement à la nature sénégalaise, c'est-à-dire comment le Sénégal a été construit depuis le début jusqu'à nos jours. Et je pense que pour que le Sénégal puisse réellement sortir de cette situation, il faudrait que le Sénégal soit dans une dynamique unitaire
africaine et dans une dynamique d'appropriation et de réappropriation réelle de notre patrimoine culturel et héritage historique, depuis effectivement nos ancêtres les plus lointains, et puiser dans ça pour effectivement faire émerger un certain nombre de valeurs de dignité. Parce que, écoutez Alassane, comment peut-on porter des valeurs républicaines tout en étant dans des attitudes de discrimination? Lorsque j'ai X, qui est mon alter ego, et que je dis X n'est pas mon alter ego parce que lui, il est casté, parce que lui, il est ceci, parce que lui, il est cela, parce que lui, il est griot. Comment, en fait, on peut bâtir une société digne de ce nom? Et c'est là où j'ai dit tout simplement, je voudrais bâtir un espace sans caste, sans propriété et sans haine, m'appuyant sur un certain nombre de valeurs. On peut convoquer sur ces questions. On peut convoquer la charte du Mandé en 1212, où en fait on te dit, mais oui, on peut également même aussi convoquer 1776, Souleymane Baal. Est-ce que vous voyez? Et même sur la question, et c'est là où c'est intéressant de voir sur la question du savoir et ces hommes, on peut convoquer même Ahmed Baba. Son livre qui a été écrit en 1588. En 1588 porte bonheur contre malheur. Et dans ce livre, il situe, il s'alerte sur la question du savoir et sur la question du pouvoir. Comment un intellectuel doit effectivement se positionner, comment un homme de culture doit se positionner pour effectivement maintenir l'équilibre entre le savoir et la politique politicienne et effectivement toujours œuvrer dans une dynamique de créativité. Mais pour revenir encore à Alassane, moi je pense que aujourd'hui, le Sénégal doit s'inscrire en tout cas dans une dynamique unitaire, dans une dynamique de construction d'un État fédéral africain. C'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir assumer un certain nombre de choses et revoir aussi la question de l'éducation dans cette dimension. Qu'est-ce que c'est? Nous poser cette question aussi. Qu'est-ce que c'est pour nous l'éducation? D'accord? Qu'est-ce que c'est pour nous, en tout cas, toutes ces choses qui sont là, qui nous interpellent? Et à partir de ce moment, saisir notre propre récit, saisir notre propre discours, que ça soit sur la question politique, que ça soit sur la question économique, que ça soit sur la question culturelle, sur l'ensemble des questions. Parce que ce qu'il faudrait retenir, le récit est au confluent de toutes les disciplines. Absolument. Et c'est dans ce sens-là, encore une fois de plus, où j'ai dit l'importance du récit qu'il faut construire pour pouvoir, en fait, mener la transmission du sens et la construction mentale digne de ce nom des uns et des autres. Mais est-ce que l'histoire générale du Sénégal, qui a été écrite, où les 5 volumes ont déjà été transmis au président de la République, qui dit qu'il faut revoir le programme scolaire, entre dans ces dynamiques, ou bien cette histoire, c'est un peu aussi pour davantage nous amener dans les tromperies? Oui, je connais pas vraiment le détail en fait de ce projet-là, mais bon, si j'en juge par celui qui le porte, qui est le professeur Ibader Thiam, je ne peux qu'avoir de bonnes, comment dirais-je, de bons sentiments par rapport à ce projet-là. Mais ce que j'aimerais dire justement, Amadou Iliman Kane parlait tout à l'heure de Ahmed Baba et je cite souvent ce passage extraordinaire que j'ai vu dans un texte qui a été écrit par mon père et dans une conférence qu'il avait présentée au Soudan, en disant que lorsque Kanka Moussa est parti à la Mecque, en revenant, il avait amené avec lui un savant de la Mecque pour qu'il aille enseigner justement à Tombouctou. Lorsqu'il est arrivé, ce savant de la Mecque n'avait même pas le niveau pour enseigner à Tombouctou. À tel point qu'il a dû aller à l'université d'Al-Akhawaïn pour refaire sa formation et arriver au niveau d'avoir la capacité de pouvoir enseigner à Tombouctou. Donc vous imaginez, quand vous dites ça aujourd'hui aux jeunes Africains,
comment vous allez faire nourrir chez lui ce sentiment de fierté, de savoir qu'il appartient à un peuple qui, à un moment donné, détenait peut-être le savoir dans sa forme la plus avancée. Et que donc, vous allez enlever tous les complexes qu'il peut nourrir par rapport aux autres. Et c'est dans ce sens que la réécriture de l'histoire, elle est importante. Et pour moi, il y a deux histoires. Et je le dis souvent. Il y a une histoire qui est peut-être objective, scientifique, qui peut certainement quelquefois porter des éléments que l'on n'aime pas voir convoqués. Ça, on le laisse aux scientifiques, aux historiens, mais il y a une histoire qui doit être écrite par l'État. Et ça rejoint le concept de récit. Parce que l'histoire doit être mise au sens de construction d'une fierté nationale, en mettant en avant un certain nombre d'éléments. Oui, mais parce que cette histoire qu'on enseigne aujourd'hui dans nos enfants, dans les écoles, c'est l'histoire de défaite. Absolument. Où on dit que Lat Dior a été battu à Derklé, que Cheikh Omar Foutiyou Tall a disparu dans les falaises de Bandiagara, Samori a été chassé du Ouagadougou. Et c'est une histoire qui met le complexe dans la tête de nos enfants. Mais exactement. C'est là qu'il faut changer. C'est là qu'il faut changer. Je pense qu'il y a une façon d'écrire l'histoire. Okay? Et ça, c'est une entreprise d'ailleurs étatique. Parce que c'est d'écrire le récit qui va structurer les rapports et le sentiment que nous avons par rapport à notre appartenance à une nation. Je donne souvent l'exemple de l'Inde. Jawaharlal Nehru, le premier ministre de l'Inde, mais il n'était pas historien. Il était plutôt scientifique, mais il a écrit 3 ouvrages sur l'histoire de l'Inde. Il a compris. Il a compris. Et cette façon d'écrire l'histoire, ce n'est pas la façon peut-être scientifique, parce qu'il y a eu un débat sur comment écrire l'histoire, l'objectivité et autres, avec tous les, comment dirais-je, toutes les réserves qu'on peut avoir sur l'objectivité. Mais pour moi, il y a une façon instrumentale d'écrire l'histoire pour en tirer ce récit, ce narratif qui va structurer et façonner le rapport que nous avons par rapport à l'appartenance à notre nation, par rapport à l'appartenance à notre continent. Et c'est très important le point de Amadou Elimane Kane lorsqu'il inscrivait ça dans une perspective panafricaine. Et c'est tellement important parce que je le dis souvent, nous étions souvent dans un panafricanisme incantatoire, la culture africaine, on est frères, on est ensemble, il faut le garder. Mais aujourd'hui, il y a un panafricanisme pragmatique qui doit venir appuyer, être le deuxième moteur de la construction de ce panafricanisme-là. C'est les relations internationales, c'est le monde. Aujourd'hui, vous avez 3 dynamiques qui ont structuré le monde jusqu'à présent. Vous avez le multilatéralisme autour de l'ONU. C'est la fin maintenant du multilatéralisme. Personne n'y croit. L'ONU devient juste une sorte d'agence pour, en tout cas, exactement gérer certains petits problèmes, mais les grands problèmes se règlent ailleurs. Vous avez, à côté du multilatéralisme, vous avez le régionalisme. Donc, c'est la construction de grands blocs régionaux. Et cela a connu une forte avancée ces dernières années. Et c'est dans ce cadre que nous devons inscrire aussi la construction africaine. Et à côté de cette deuxième dynamique, vous avez les populismes qui sont en train de monter, justement, surtout dans le monde occidental, et qui vont revenir nous poser encore plus de problèmes. Donc, le multilatéralisme ne marche pas, le populisme nous pose problème. Où se trouve notre solution? C'est dans le régionalisme, la construction africaine. Allons au-delà de ce panafricanisme incantatoire qui est vraiment important, je le dis, mais mettons en avant le caractère objectif, le caractère scientifique du panafricanisme en tant que réponse à nos besoins à travers une perspective régionale. Amadou Elimane Kane, aujourd'hui l'histoire générale du Sénégal qui est en train d'être écrite, vous pensez que cette histoire pourrait remplacer celle-là qu'on enseigne à nos enfants depuis des années et qui nous ont complètement annihilé les capacités de réaction de nos enfants pour des conquérants? Parce qu'on entend les Américains parler, ils disent America is great. On entend Donald Trump le dire. Et c'est pas innocent, c'est pour montrer que la puissance des Américains, et qui est passée par la culture, par son cinéma, par beaucoup de choses pour conquérir le monde. Mais quand les manuels du soir qu'on donne à nos enfants aujourd'hui dans nos écoles, c'est vraiment des manuels qui expliquent que nous devons nous contenter de peu. Est-ce qu'il faut changer tout ça avec l'histoire générale du Sénégal? Écoute, Alassane, là, je n'ai pas encore lu, donc je ne peux pas me prononcer de manière objective sur cette histoire générale de notre pays. Cependant, je dis tout simplement, comme vient de dire Alioune, il n'y a aucune éducation neutre, comme aussi il n'y a aucune histoire neutre. C'est-à-dire ce dont aujourd'hui on a besoin, c'est encore cette narration collective, faisant émerger un passé, un présent et un avenir pour la construction d'une société de justice et de prospérité.
Et je voudrais encore dire, Alassane, l'importance, mais vraiment l'importance de cette histoire dont on a besoin, parce que quiconque détient le récit d'un peuple détient son âme, détient sa créativité, et il est grand temps que nous autres, nous ayons une conception de nous-mêmes et de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Et donc, si effectivement cette histoire s'inscrit dans cette dynamique, moi j'ai dit bravo, il faut l'assumer, il faut la porter, il faut la faire partager de par le monde, etc. Mais est-ce qu'il est facile d'effacer dans le subconscient des Africains, des Sénégalais que nous sommes, ces 30 années de colonialisme, d'esclavage, qui font qu'aujourd'hui certains intellectuels africains sont très prompts à défendre l'Occident sans même le savoir? C'est pas facile du tout. On est tellement pris par l'aliénation et on est tellement très souvent, d'ailleurs malheureusement, moi souvent je fais passer au crible notre littérature de manière générale. Tu sais bien l'importance de la littérature dans notre récit, mais malheureusement cette littérature souvent puise dans la bibliothèque coloniale. Et on est là souvent, on défend des choses, mais qui n'ont rien à voir avec nous, ce que nous sommes. Et en même temps aussi, ce qui est extraordinaire dans cette aliénation où les uns et les autres ne se rendent même pas compte, c'est-à-dire on veut toujours faire de l'Afrique, de l'Africain, hors temps, hors humanité. Et souvent, d'ailleurs, je rétorque en citant ce poète qui disait « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Et encore une fois de plus, Alassane, sur la question de notre histoire, je vais tout simplement dire que j'ai une chanson au cœur. Je fais de l'écriture orale. Allez-y. J'ai une chanson au cœur et mon chant est un poème à Narmer, le premier bâtisseur de l'unité africaine, le premier pharaon noir qui a unifié la haute et la basse Égypte. J'ai une conscience historique dans le verbe et j'ai des rêves dans la tête. Voilà en quoi je ne respire que par les parfums de l'unité africaine. Et sur la cime du palmier blessé, je déclame vers toi mon offrande lyrique. Et encore, comment voulez-vous que je me taise et comment voulez-vous que je me soumette? Alioune Ndiaye, aujourd'hui, cette classe politique ou bien intellectuelle africaine qui est très prompte à prendre réflexe de l'Occident, est-ce que c'est la profondeur du colonialisme et de l'esclavage qui fait que les gens ont des réactions des fois même dans le subconscient en renforçant justement ces schémas mis en place? Oui, je le pense. Et d'ailleurs, souvent, je dis souvent à ceux qui nous critiquent de dire, en disant que vous êtes trop passéiste, que vous êtes dans une posture victimaire, je leur donne souvent l'exemple, dire que quand vous voulez courir vite, vous avez et que vous avez une charge forte, vous avez deux possibilités. Soit vous accélérez votre manière de courir, ou bien vous enlevez la charge et courir normalement. Et moi, je préfère la deuxième. Enlever la charge, courir normalement. Parce que ce qui nous pousse à oublier cette histoire veut qu'on la porte et qu'on continue de courir à un rythme plus élevé, ce qui va être difficile d'ailleurs. Alors qu'il faudrait recautionner cette histoire-là, il faudrait l'accepter. Je pense que faire référence au fait qu'à l'Afrique a subi l'esclavage et la colonisation et en faire des éléments explicatifs de notre situation actuelle, on peut pas ne pas le faire. On ne peut pas ne pas le faire, ça fait partie de notre histoire. Mais maintenant, comment on le fait? La manière de le faire, est-ce qu'on va rester dans cette posture? Mais comment psychologiquement dépasser cette étape? Oui, mais parce que ce qu'on dit, il faut construire encore le récit. Il faut construire le récit. Et comment construire le récit? C'est parce que il faut comprendre que l'esclavage et la colonisation n'est qu'une parenthèse et que les choses n'ont pas commencé là-bas. Moi, quand j'enseigne à Sherbrooke mon cours de politique africaine, mais le premier cours, c'est sur Kanka Moussa. Et d'ailleurs, il y a une autrice américaine, malheureusement, je n'ai pas son nom, qui a fait un récit mais tellement important de l'expédition de Kanka Moussa. Mais quand vous le voyez, mais vous vous dites, ça c'est une logistique du 21e siècle. Combien de médecins il avait avec lui? Combien de, je ne sais pas moi, c'était toute une logistique, des experts de tout, géographie, de tout.
Et ça c'est cette époque-là, je pense, il faudrait nous reconnecter avec cette période glorieuse, cette période de grandeur, et ne pas faire de l'esclavage et de la colonisation le début de notre histoire et le début de nos représentations de l'Afrique. Il y a une Afrique grande qui a peut-être même été sur les cimes du monde. Et cette Afrique-là, elle est capable de revenir. Maintenant, c'est sûr que cette Afrique avait un leadership fort, un leadership important. Et c'est ce leadership-là qui nous manque. Il faut construire ce leadership-là. Il faudrait que nos leaders comprennent une chose. C'est que quand vous dirigez un pays, vous devez être dans la posture de compétition. Vous êtes en train de compétir avec d'autres pays. Donc, je vais faire de telle sorte que le président du pays B n'est pas meilleur que moi. Que le président du pays B ne fait pas de meilleures choses pour son pays que moi. Et quand on est dans cette logique de compétition par rapport aux autres, mais on est tout le temps dans une dynamique de perfection. On a des problèmes, on a des challenges, mais on va aller au-delà de ces challenges-là parce qu'on a un leadership qui va puiser de notre fond, du fond du leader, mais du fond aussi des followers, donc le peuple, tous les éléments positifs, tous les éléments moteurs qui vont justement permettre de porter en avant ce projet. Et je le dis encore une fois, je parlais tout à l'heure de ce regard différent, peut-être un peu tendre que j'ai sur les populations africaines, sur l'Afrique. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon ouvrage sur le Nigeria, quand je dis que c'est un ouvrage qui s'inscrit dans un optimisme instrumental. C'est un optimisme qui sert à créer quelque chose. Si je parle des 5 années de Buhari en parlant de gouvernance du balai, en montrant comment ce Nigeria qui était connu pour la corruption a pu avoir un président qui a géré le pays pendant 5 ans sans qu'on l'associe à un seul naira qui a été détourné. Est-ce que vous vous imaginez l'exploit que ça représente? Extrêmement important. Alors, pourquoi nous nous approprions pas cette histoire et nous le racontons aux autres Africains pour qu'ils sachent qu'en Afrique, il n'y a pas juste des détourneurs de fonds, il n'y a pas juste des as de la corruption, il n'y a pas juste des leaders sultaniques. Il y a des leaders qui savent élever leur leadership, qui savent s'inscrire dans un leadership ascétique pour transformer les choses. Et c'est dans ce sens que ce livre a été écrit. Et j'espère que les Sénégalais vont se l'approprier et le lire et ça va les aider. Absolument. Ali Ndiaye, ingénieur-chercheur en politique africaine, relations internationales à l'université Sherbrooke au Canada. Il est l'auteur de l'Afrique dans la politique indienne en 2013. Ce livre a été publié. Et la gouvernance du balai Nigeria sous Buhari entre diversification économique et fédéralisme social, publié l'année dernière. Et nous étions aussi avec Amadou Eliman Kane, poète, écrivain, lauréat du prix international de la Renaissance africaine 2006, auteur entre autres du livre L'ami dont l'aventure n'est pas ambiguë. Il est le fondateur de l'Institut culturel panafricain de recherche de Yen. C'est Alassane Samba Diop qui vous a présenté L'Air du Temps avec un immense plaisir. C'est l'une des émissions que aujourd'hui j'ai le plus admiré avec ces intellectuels qui sont venus échanger pour nous, pour le pays et pour l'Afrique. À la technique, Aliou Ndiassé, caméra, Barasso. Excellent dimanche à tous. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio.